Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de SOS Parents qui démarre à l'instant. Le phénomène des disparitions d'enfants dans notre société prend des proportions inquiétantes. Depuis quelque temps, il ne se passe pas une seule journée sans que l'on ne constate la disparition d'un enfant. Le phénomène est tellement courant que dans les réseaux sociaux, de nombreux posts de familles éplorées et désespérées à la recherche de leur progéniture défilent. La situation est-elle imputable à la négligence des parents ou à la ruse élevée des kidnappeurs qui sont désormais à nos portes et assoiffés par l'appât au gain facile? Dans ce contexte, comment protéger nos enfants? Question ce soir à nos invités. Notre rubrique mots d'enfants est également au menu et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent. C'est un problème délicat et complexe qui malheureusement gagne du terrain dans notre environnement. Les enfants sont pris pour cible, leur disparition devient récurrente. Pour tenter de déchiffrer, nous recevons le docteur Bertrand Magloire-Ndormo. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de SOS Parents. Vous êtes sociologue et directeur d'EducPro. En quelques secondes, c'est quoi EducPro? EducPro, c'est un cabinet, Education and Professionalization, un cabinet qui est consacré à l'accompagnement de la jeunesse pour les questions professionnelles et d'éducation et professionnalisation. Nous accompagnons des jeunes, non seulement dans l'orientation scolaire, académique et professionnelle, et nous les accompagnons aussi à l'insertion professionnelle. On prend des jeunes étudiants, parallèlement à leur école, on les accompagne pour que, à la veille de la demande d'emploi, que ces personnes soient prêtes et qu'elles soient opérationnelles. Et nous accompagnons aussi les professionnels d'entreprise pour qu'ils soient plus opérationnels à leur poste de travail. Monsieur Ndormo, docteur Ndormo, jamais notre société n'avait connu pareil phénomène de disparition d'enfants. Qu'est-ce qui peut justifier cette montée d'enlèvement de ces êtres innocents? Les facteurs sont très multiples. Les facteurs de ce phénomène sont très multiples. Et il y a deux ans, j'ai été invité sur un plateau et j'ai annoncé que la situation que nous vivons actuellement devait arriver parce que les choses vont s'empirant. Et j'ai pu encore dire aujourd'hui que je réitère mes propos. Dans 2 ans, vous me réinviterez parce que les choses se seront davantage empirées. Pourquoi? Parce qu'aucun phénomène social ne tombe du ciel. Les phénomènes sociaux que nous vivons, qu'ils soient positifs, c'est-à-dire appréciés, ou négatifs, c'est-à-dire dépréciés par la société, sont des phénomènes qui sont purement des produits de la société. C'est-à-dire un kidnappeur ne tombe pas du ciel comme ça, comme un démon qui vient kidnapper un enfant s'en va avec. Les kidnappeurs sont nos frères, ils vivent avec nous et ils sont une production de la société. Et la situation de kidnapping dans laquelle ils s'impliquent, c'est une situation sociale fabriquée par plusieurs facteurs qu'on pourrait rapidement citer: les facteurs économiques, les facteurs sécuritaires, les facteurs socio-culturels. Et ce sont ces facteurs qui se conjuguent pour pouvoir créer la situation de kidnapping. Socio-culturel, pourquoi? Parce qu'il y a une finalité du kidnapping. Ça peut être pour des questions d'exploitation de l'enfant, ça peut être une question de trafic des organes dans des loges. Ça, ce sont essentiellement des questions socio-culturelles. Mais ça peut être aussi des facteurs, quand on parle des facteurs sécuritaires, ça veut dire que la sécurité des enfants n'est pas aménagée dans notre pays pour que des enfants puissent être à l'abri des kidnappeurs. Par exemple, j'ai demandé à plusieurs parents quel est l'itinéraire des enfants, du départ à l'école jusqu'au retour. Quels sont les dispositifs de sécurité? Oui, le parent ne peut rien vous dire du tout. Ça surprend quand il y a kidnapping, mais je voudrais vous dire une chose: soyez plutôt surpris que le taux de kidnapping soit si faible. Moi, je crois que si le taux de kidnapping il est tel que nous avons aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de kidnappeurs. Plus les kidnappeurs vont être nombreux, les cas de kidnapping vont être plus nombreux. Pourquoi? Mais parce que les enfants ne sont objets d'aucune sécurité. Observez, ils sont pleins. Observez le soir au retour des classes. Vous voyez les enfants rentrer. Ils sont de très bas âge. Ils rentrent seuls. Et donc n'importe qui peut les emporter. Et pareil pour les questions sociales dont je parlais tout à l'heure. Quelle éducation ces enfants ont reçue? Quelle collaboration ils engagent en route avec des parents? Il y a des parents qui disent avec des étrangers. Il y a des parents qui disent aux enfants, quelle que soit la raison, on ne s'adresse pas. Ce sont des enfants, quand vous les interpellez, ils décalent tout simplement, ils fuient. Ça, c'est une éducation qu'on a reçue. Mais sauf que tous les enfants n'ont pas reçu cette éducation. Pareil, en même temps, si vous dites à un enfant, si on vous adresse une parole en route, ne vous arrêtez pas. Mais il y a des situations que vous n'avez pas dites. Par exemple,
Par exemple, si un enfant se rend compte qu'il s'est trompé de chemin, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps? Si un enfant se rend compte qu'il a fait face à quelqu'un qui lui a adressé aucune parole, mais qu'il a pris de force, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des enfants qui ne sont même pas formés pour des mesures d'alerte, comment donner l'alerte. Ce sont ces questions de formation. Et en ce qui concerne de la sécurité dont je parlais tout à l'heure, c'est pas seulement la sécurité sur la trajectoire de l'enfant, mais c'est aussi la sécurité des forces de maintien de l'ordre, qui sont garants de notre intégrité physique, et ainsi de suite, dans la ville dans laquelle nous allons tous les jours nous mouvoir. Et ces forces de sécurité sont vraiment de les interpeller. Pas pour dire qu'elles ne travaillent pas, mais pour dire qu'il faut travailler davantage. Vous savez, on est dans un pays où la plus grande crise de notre pays, c'est une crise sociale, c'est une crise organisationnelle. Nous sommes dans une société totalement déstructurée. Si bien que, je l'ai dit, c'est vrai, on le dit, je suis extrémiste. Prenez une ville comme Douala. Si vous accouchez un enfant, vous attendez qu'il grandisse jusqu'à ce qu'il devienne adulte. C'est un risque énorme. La probabilité que vous perdiez cet enfant, sur quelque angle que ce soit, sur quelque approche que ce soit l'approche en matière d'éducation de l'enfant, en matière de professionnalisation comme ce que nous faisons au cabinet, en matière de réussite scolaire, ou encore en matière de sécurité d'un enfant, en matière aussi de la qualité de moralité de l'enfant, les risques sont tellement énormes que les enfants qui réussissent à être à l'âge de la maturité, à avoir ce que j'appelle dans mes travaux un niveau d'humanité assez élevé. Qu'est-ce que j'entends par humanité? J'entends par humanité un individu qui, à l'âge de la maturité, est un responsable dans la société, qui peut être invité sur un plateau comme celui-ci, qui peut se marier, s'occuper d'une femme et des enfants. Pour qu'un enfant arrive à cet âge, ça relève, et grandissant dans cette ville, cela relève essentiellement de l'ordre du miracle. Et quand j'ai du miracle, je pèse mes mots, parce que je suis enseignant, j'en ai plein dans les salles de classe. Si vous cherchez dans les salles de classe des individus en prenant des critères autres que la morphologie physique, c'est-à-dire quelqu'un qui a une tête, qui a des bras, qui a des membres, un tronc et des 4 membres. Et en dehors de ça, si vous cherchez des individus équilibrés, bien formés, bien éduqués, qui peuvent être des responsables, à l'entrée de la majorité, il n'y en a presque pas. Et cela est dû au fait que la société est purement déstructurée, comme la question de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Et j'espère qu'on reviendra dessus pour en parler davantage. Et nous allons parler de fond en comble de ce sujet. Pour ce qui est de la question d'économie, je ne vais pas revenir dessus. Les kidnappeurs, la principale cause du kidnapping, c'est que les gens recherchent de l'argent. La part du gain et surtout du gain facile. Parce qu'on vit aussi dans une société qui est d'une précarité économique à nulle autre pareil. Et nous allons revenir de fond en comble sur cette question tout au long de cette émission. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien ce soir? Oui, très bien, merci. Vous avez fait une analyse sur l'enlèvement des enfants dans notre société. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Eliane Ndene, Cyril Nantian et Thierry Selanet. Les parents de faille de peur, le phénomène de la disparition des enfants est une réalité. Depuis un bon bout de temps, nous avons ce problème-là. Ce problème devient très récurrent alors. Les temps qui sont durs, la facilité, beaucoup de personnes s'introduisent dans la facilité. Le fléau prend des proportions inquiétantes. Qui sera le prochain à ne plus retrouver sa famille? Les médias classiques sont inondés au quotidien des avis de recherche et les réseaux sociaux sont saturés d'affiches d'enfants dont on a perdu la trace. La cible porte en général chez les âgés de 0 à 13 ans dans les deux sexes. Dans les rangs des adolescents, la disparition des filles fait le plus écho. Le mode opératoire dans la plupart des cas, les prédateurs déambulent sur les trajets de l'école ou rôdent aux alentours des domiciles. Il arrive alors au désarroi des parents qu'une promenade banale de l'enfant tourne au désespoir des parents. Un matin, autour de 7 heures, quand ma tante se réveille, elle n'a pas regardé mon fils de l'autre côté parce qu'apparemment il a dormi avec ma grand-mère, son arrière-grand-mère. Il demande, donc il regarde l'enfant, elle constate que l'enfant a pissé. Elle réveille donc l'enfant, lève-toi, viens ici. Tant moi là-bas au salon, l'enfant est descendu du lit, torse nu, c'est rien qu'avec le slip. Elle entre maintenant dans la chambre pour pouvoir porter l'habit, parce qu'elle avait le pagne l'ancien habituel. Quand elle ressort, elle voit que l'enfant n'est plus là. Sorti pieds nus, laissé les babouches. Puis il a couru là, parce que mes grands-parents habitent derrière l'hôtel au Barcelone. Oui. Après le foyer volcanique quelque part là devant là. Donc l'enfant a couru là, il est sorti, on ne sait pas quelle route il a pris. L'enfant, depuis hier matin, il m'a appelé là autour de 9h, 10h mois là. Donc on a essayé de marcher là. On a quand même fait, on a vu le 8e, on a déposé. Bon, on les a signalés quoi. Papa, donc là où tu te trouves, mais papa, je suis là. Là où tu te trouves, mon père, pardon, viens, papa, viens.
Papa, donne mon nom. Dis que je m'appelle Nina, dis que tu habites à Niala, entrée école Grand Bam. Papa, pardon, dis, même à Barcelone, dis que j'habite à Barcelone, tel au Barcelone. Papa, il t'en supplie. Peu importe là où tu te trouves, n'aie pas peur, papa, viens seulement, on t'attend. Mais pourquoi? Sous quel compte faut-il mettre ces attaques contre les enfants qui en sont des commanditaires et quel est le sort que leur réservent les ravisseurs? Voilà autant de questions que se pose plus d'un. Crime rituel ou cybercriminalité? Dans une société où des gens avides de pouvoir tapis dans des ténèbres ésotériques cherchent désespérément à remplir leur part de contrat, il est probable que sur leurs autels les enfants soient sacrifiés. C'est le lieu de reconsidérer le rôle des parents vis-à-vis des enfants qui ne sont ni des jouets ni des fardeaux dont il faut se débarrasser. En réalité, nombreux sont des enfants qui paient au prix fort l'inattention de leurs parents. Les pouvoirs publics alors, l'impunité dans ces forfaitures ne fait plus l'ombre de moindre doute. Le silence assourdissant de la société civile teinte les oreilles. On ne le dira donc jamais assez. Prudence, vigilance, le prochain, c'est peut-être le vôtre. Merci d'être avec nous sur DBS Télévision. Nous sommes rendus à 21h passées de quelques minutes. C'est un rendez-vous hebdomadaire sur cette antenne, tous les mercredis à 21h. Colombe et Tata Bekatal, on a suivi votre reportage. Quelle est l'ampleur de la chose? Eh bien, la chose est telle qu'elle a déjà été relevée depuis le début de cette émission. À l'introduction, vous l'avez dit, le reportage l'a relevé. Il suffit d'être enfant pour être une cible. Voyez-vous, c'est vrai, il reste encore évident que le terrain propice des opérations, c'est le chemin de l'école. Mais on se rend bien compte de ce que des enfants en maternité ont été enlevés juste à peine avaient-ils poussé leur premier cri. Et on comprend à quel point est-ce que les prédateurs osent. Aujourd'hui, il y en a qu'on a enlevés dans le salon. Ça veut dire qu'ils étaient comme dans un cadre protégé. Mais les prédateurs, n'est-ce pas, ont quand même réussi à se frayer un chemin à cause d'une petite inattention des parents et puis ont enlevé l'enfant. Maintenant, on comprend que je l'ai relevé, des bébés, n'est-ce pas, sont pris possible, des nourrissons, des enfants, jusqu'à ce que des adolescents aussi soient pris. Tout en relevant que dans la classe des adolescents, les filles sont les privilégiés, n'est-ce pas, de ces prédateurs. Bon, je ne sais, je ne peux pas expliquer ce pourquoi, mais c'est l'évidence lorsqu'on parcourt des réseaux sociaux et puis on écoute aussi, n'est-ce pas, à la télé ou à la radio des avis de recherche. La situation est telle qu'il n'y a pas un seul jour qui passe, n'est-ce pas, sans que quelques alertes, bien des cris de détresse d'un enfant, donc de plusieurs enfants, n'est-ce pas, disparus, soit annoncés, soit déclarés. Vous avez interpellé l'inattention des parents dans votre reportage, Colombe Bekatal. Oui, en effet. La chose est évidente. Notre invité le relevait tantôt, les enfants déambulent sans la protection. Bon, c'est vrai, ce sera difficile de placer un éclaireur sur chaque enfant, mais les parents sont négligents. Je vais juste me référer à une petite anecdote, si vous le permettez. Voyez-vous, un enfant a été confié à une nono. Voilà. D'abord, c'est pas déjà juste. Bon, c'est vrai qu'à cause des contraintes professionnelles, on est obligé de le faire. Mais dans ce cas précis, je pense que les parents n'étaient pas très regardants parce que la nounou a accompagné l'enfant et jusqu'à l'entrée de l'école, au portail. Mais c'est entre le portail et la salle de classe que l'enfant a disparu. Ça veut dire que la nounou, à peine l'a laissé l'enfant à l'entrée, elle est partie avec la conviction que l'enfant était à l'école. Mais par contre, entre le portail et la salle de classe que le ravisseur, n'est-ce pas, s'est emparé de l'enfant. Alors, on comprend aussi très bien que des enfants sont livrés à des jeux. Des parents, parfois, sont beaucoup plus occupés à travailler, ce qui en soi n'est pas mauvais, quant à leur apporter des gadgets et tout autre, sans avoir le souci de ce qui peut arriver à l'enfant, même si on l'a confié, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre. Il est arrivé. Moi, c'est un constat que j'ai fait. Que des parents soient même là à la maison, voyez-vous, mais qui passent 2 ou 3 heures de temps sans toutefois savoir un temps soit peu où est quand l'enfant il est là quelque part. Donc les parents n'accordent pas beaucoup d'attention entre lorsque l'enfant part de l'école pour la maison
il n'y a vraiment pas ce souci, cette préoccupation. Et il y en a qui ne prennent pas la peine d'aller chercher leurs enfants à l'école, les confient à d'autres enfants qui sont eux-mêmes inexpérimentés, qui pourraient être la proie, voyez-vous, de ces ravisseurs. Donc on ne le dira jamais assez. Les ravisseurs sont là, mais ils profitent davantage du fait qu'ils constatent que les parents sont un peu négligents, quoi. Voilà. Les parents qui sont éveillés, bien entendu, ne sont pas systématiquement à l'abri de tels désagréments, mais on sait que c'est ceux qui sont davantage négligents, qui sont exposés, qui exposent du moins leurs enfants, n'est-ce pas, chez ces ravisseurs-là. Merci Colin Mbekata. Une fois encore, vous avez planté le décor de cette émission. Au plaisir de vous recevoir encore la semaine prochaine. Bien sûr, c'est plaît à Dieu. Monsieur Ndomo, dites-nous, en cas de disparition d'un enfant, surtout en ce qui concerne les adolescents, comment établir la différence entre une fugue et un kidnapping? C'est assez compliqué parce que pour pouvoir faire la différence, il faut d'abord qu'il y ait des enquêtes. Sauf s'il y a des signes précurseurs qui ont pu indiquer qu'il y a une tentative de fugue en cours. Encore s'il y a une tentative de fugue en cours, il peut y avoir l'intervention d'un kidnappeur en cours de chemin. C'est après enquête que l'on peut déjà poser les premières bases d'éléments de réponse pour savoir si c'est une fugue ou si c'est un kidnapping. Pourquoi? Parce que ce sont les informations que l'on collecte, surtout auprès des parents. Parce que lorsque vous allez déclarer à la police que votre enfant est absent, introuvable depuis un certain temps, ça peut être des heures, des jours, la première chose qu'il convient de faire, c'est de faire des enquêtes, de réunir déjà les premiers éléments d'enquête, et toutes les personnes susceptibles d'aider à collecter les informations sont, n'est-ce pas, mobilisées et interviewées. Et c'est à partir de ces premières interviews que l'on peut établir une piste de recherche en disant qu'on peut opter pour le kidnapping ou pour la fugue. Et deuxièmement aussi, il y a des profils d'enfants qui permettent de savoir s'il s'agit d'une fugue ou d'un kidnapping. Il y a des profils d'enfants. Il y a des enfants, comme je disais tantôt, qui ont un profil psychologique des enfants qui peuvent fuguer. J'ai vu dans une publication sur la toile, il y a 2 jours, une famille qui annonçait dans la publication, là c'était le cas quand même d'une fille majeure, où il était question, on disait que les parents disaient elle n'est pas du genre à fuguer, ma fille n'est pas chez un homme. Ma fille était kidnappée. Elle serait partie de Yaoundé pour Douala, et une fois à Douala, aurait appelé pour la chercher. Et puis, après son coup de fil, on n'a plus jamais eu de suite. Donc, le parent disait, ma fille n'est pas du genre à fuguer. Bon, elle dit pourquoi, à partir de l'expérience qu'elle connaît. Mais il revient au service d'enquête, notamment à la police, d'établir le profil psychologique de cet enfant, parce que le parent n'est pas assez bien placé pour maîtriser le profil psychologique de sa progéniture, pour savoir s'ils ont des prédispositions à la fugue ou pas. Établir le profil psychologique et par la suite l'expérience que l'enfant a avec des parents permettent aussi de savoir, d'établir les possibilités de fugue, parce que les enfants qui vivent dans des expériences conjugales, familiales difficiles sont plus portés à fuguer plutôt que des enfants qui n'ont pas quasiment d'antécédents conflictogènes. Parce que en cas de fugue, ça veut dire que le milieu social dans lequel l'enfant évolue, le cadre familial dans lequel l'enfant évolue n'est pas un cadre propice, n'est pas un cadre épanouissant, et que l'enfant, dans son incapacité à résoudre le problème, s'est dit qu'il faut tout simplement se soustraire de l'enfer. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi important que des parents qui connaissent, qui encadrent les enfants dans de tels conditionnements, qui puissent aussi le signaler tôt. Parce qu'il y a des enfants qui savent que les rapports avec les parents, surtout les parents dans les familles ou parents séparés, les rapports sont tellement difficiles que il est fort probable que l'enfant puisse fuguer d'un moment à l'autre, mais il ne se signale jamais. Il se signale seulement à la police lorsque l'enfant est introuvable. Vous avez parlé à l'entame, vous avez dit à l'entame que le kidnappeur fait généralement partie de l'entourage immédiat de l'enfant. C'est un frère, c'est un oncle, c'est un voisin. Est-ce qu'il est possible pour les parents de détecter d'avance les intentions du kidnappeur? Pour les parents, c'est assez difficile parce que les intentions, ce ne sont pas des éléments visibles, ce sont des éléments psychologiques, et donc il est difficile pour les parents
de détecter. Mais il est difficile pour un parent de percevoir dans l'environnement un ensemble d'éléments d'insécurité. Par exemple, les kidnappeurs, c'est des personnes ce sont pas des personnes qui quittent chez eux le matin, foncent au boulot et rentrent très tard le soir fatigués. Et ce sont des personnes déjà à rôder au quartier, à ne rien faire, gambuler, à ne rien faire. Et je crois que s'il y a des personnes qui sont mieux placées pour gérer cette question d'intention des kidnappeurs, c'est encore les forces de maintien de l'ordre. Elles sont nettement mieux placées. Pourquoi? Parce que ces personnes, on en a plein dans nos villes, dans nos quartiers. On en a beaucoup dans nos quartiers. Et ce sont même des personnes qui ont des antécédents judiciaux, et qui ont un casier judiciaire bien chargé, qui sur le long de nos rues, et qu'on connaît chaque jour, on les connaît. D'ailleurs, on sait qu'il est toujours placé à tel endroit, à faire des commentaires avec ses amis, ainsi de suite. Il est toujours à tel bar à prendre un pot. On ne sait pas exactement ce qu'il fait. Mais normalement, le problème aussi, c'est qu'on est dans un pays où le taux de chômage est tellement écrasant que presque tous les jeunes sont en chômage. Normalement, un jeune qui passe le temps heureux dans la rue en journée devrait être interpellé systématiquement par la police. Mais c'est une mission qui est quasiment impossible chez nous. Vous allez remplir les prisons, vous allez remplir les commissariats puisque tout le monde est au quartier. Et c'est pour ça que la question du chômage, le chômage y joue beaucoup. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, si vous faites des enquêtes, vous vous rendrez compte que le chômage a une part de responsabilité de plus de 40% dans le kidnapping. Pourquoi? Non pas seulement dans le mobile du vol, du kidnapping, parce qu'on va dire que c'est parce qu'il n'a pas d'argent qu'il s'engage dans une activité aussi illicite, mais aussi pour des questions de gestion. Le pouvoir public ne peut pas gérer ces questions facilement. Parce que comme je l'ai dit, il faut déjà assainir nos quartiers de kidnappeurs. Mais sauf que, comment vas-tu assainir les quartiers de kidnappeurs quand tout le monde, sur ce point, a le profil des kidnappeurs? C'est-à-dire, tout le monde sont dans la rue, tous les jeunes y sont, tous les jeunes sont dans les bars, puisqu'ils n'ont rien à faire. Et c'est la raison pour laquelle les questions pareilles sont des questions d'une complexité à nulle autre pareille. Parce que si vous voulez gérer cette question, il faut gérer en amont la question, par exemple, d'emploi. Il faut occuper les jeunes. Si on n'occupe pas les jeunes, on ne pourra pas traquer parmi les jeunes qui a le profil ou pas, puisque tous sillonnent les rues. Et en plus de cela, il faut dire que les forces de maintien de l'ordre aussi n'ont pas les moyens d'action pour le faire. Déjà, les effectifs. Deuxièmement, l'orientation de la politique de sécurité. Je vais vous raconter une petite situation que j'ai vécue à Bonabéry. À Bonabéry, il y a un jeune qui doit aller pour l'Ouest Cameroun. Il descend du taxi à Bonabéry, on l'interpelle. Monsieur, vous voyagez? Tiens, il dit oui. On dit venez. On l'amène comme si on l'amène à la gare routière. On va derrière les véhicules, on le dépouille. On va derrière les bus, on le dépouille totalement. Et on le dépouille, on dit, est-ce que tu as de l'argent dans ton téléphone? Oui, il avait un petit téléphone. On a d'abord pris l'Android, le petit téléphone. Tu as de l'argent dedans? Oui. Combien? 3500. Va enlever, tu voyages avec. On a pris son sac. Le même jeune, il sort, il va au Orange Money, il sort les 3500 restants, il se replace là où il devait normalement se replacer pour stopper les voitures. Pendant qu'il est placé, dès qu'il stoppe un véhicule, quand la police intervient pour arrêter le monsieur pour transport clandestin. Mais la question, c'est de savoir comment la police a pu interpeller pour transport clandestin, mais à laisser quelqu'un en insécurité qui était agressé. Donc c'est pour ça que je parle des questions d'orientation. Regardez par exemple nos villes. Je ne vais pas dire que la police ne fait pas de travail. La police, en quelque sorte, semble-t-il, est submergée. Mais pourtant, dans cette interpellation, on se rend compte que le secteur routier est inondé. Je ne vais pas entrer dans les débats pour savoir pourquoi il est inondé. Mais on se rend compte qu'il y a des secteurs qui sont quasiment délaissés, comme ces trajectoires d'école des enfants, ou les kidnappations. Donc, les forces de maintien de l'ordre sont interpellées sur la question de l'orientation des mesures de sécurité. Il semble qu'il y a des secteurs qui bénéficient, et encore qu'il y a même des civils qui sont interpellés pour le secteur routier. Ils n'ont pas d'effectifs conséquents, mais pour le contrôle routier, vous vous rendez compte qu'on a à peu près 90% ou 99% des civils, parce que vous verrez à peu près un policier et une dizaine de gardes civils. On a mobilisé pourquoi? Parce que les effectifs sont insuffisants, mais comme il y a un peu de rente dans le secteur, les civils peuvent être interpellés, peuvent être mobilisés rapidement parce qu'on a de quoi les rémunérer par la suite. Maintenant, dans le secteur de sécurité des enfants, où les effectifs sont toujours faibles, les forces de maintien de l'ordre devraient procéder de la même manière, c'est-à-dire mobiliser des civils pour pouvoir agir dans le secteur en question. Donc, il y a cette grosse question de l'orientation des stratégies de sécurité. Et aussi, il y a des questions de moyens. Parce que lorsque vous parlez des enquêtes, la plupart d'enfants qui ne sont pas retrouvés, c'est faute aussi d'enquête. Parce que quand vous allez au commissariat,
pour faire une telle déclaration, il faut bien qu'on ouvre une enquête pour vous. Mais l'enquête qui finance l'enquête. La plupart des parents qui ne retrouvent pas d'enfants, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas mis les moyens conséquents. Donc c'est tout ça qui fait que la question devient très complexe chez nous. Notre deuxième invité nous a rejoint. Colombe Katala a cédé son fauteuil à Madame Samer. Bonsoir, coach. Bonsoir, Adi. Bonsoir, M. Ndogmo. Bonsoir, chers téléspectateurs. Coach, malgré la batterie de sensibilisation, on en parlait déjà avec le psychologue et les mises en garde, les disparitions d'enfants se multiplient à ciel ouvert. À votre avis, qu'est-ce qui fait problème? Il y a beaucoup de choses qui font problème. Je vais citer en premier les parents qui sont absents. C'est pas pour les culpabiliser, mais c'est une réalité. Les parents ne sont pas absents. Imaginez un peu que nous ayons été des animaux. Si le kidnappeur c'était disons un aigle, et que les enfants aient été des poussins, normalement, logiquement, l'aigle devrait aller vers les poussins qui ne sont pas à côté de leur mère poule. Parce qu'il sait que si la mère poule est là, elle va réagir. Donc, d'une façon ou d'une autre, de façon basique, si le kidnappeur a intervenu, c'est parce qu'il a trouvé un enfant seul. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi le parent n'était pas là et autres, c'est un autre débat, on reviendra là-dessus. Nous sommes à la cause du kidnapping, c'est parce que l'enfant s'est retrouvé sans le parent. C'est l'une des raisons. Une autre raison, c'est la découverte. Vous savez, lorsqu'on parle beaucoup de quelque chose, ça devient comme un phénomène de mode. Vous comprenez? Ça veut dire que quand à chaque fois on met sur les réseaux sociaux, sur les médias, tel enfant a disparu, ainsi de suite, les enfants même veulent savoir de quoi il s'agit. Ceux qui disparaissent là, ils vont même où? Qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Finalement, ils vont un peu à la découverte même de ce que c'est. Ça veut dire que certains se mettent même dans des situations à risque, exprès, juste pour découvrir. N'oubliez pas qu'on parle des enfants qui ont un instinct de découverte. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe derrière la traite de l'interdit. C'est pour ça qu'on dit souvent que les fruits défendus sont les meilleurs. Donc, généralement, les enfants veulent découvrir. Il peut aussi arriver que ce soit un besoin d'affection. Ça veut dire que l'enfant se rend compte que le parent sort, il entre, bon, peut-être il donne l'argent de baigner et tout, mais il ne fait pas l'objet d'une attention particulière. Peut-être qu'il veut même parler à son parent, il n'arrive pas. Alors, il crée une situation qui va obliger le parent à sortir un peu de son quotidien et à venir s'occuper de lui. Ça se voit quand le parent a disparu. J'ai vu dans le reportage tout à l'heure, le parent qui se met à pleurer, qui dit absolument, il faut que tu reviennes. Bon, à ce moment-là, il se sent un peu une petite star. Ça, c'est dans le cas où la disparition est une disparition factice, une disparition fabriquée. Mais maintenant, pour la plupart des cas, ce n'est pas ça. Ce sont de vraies disparitions où vraiment l'enfant s'est mis en danger. Et quelquefois, ça arrive parce que le parent n'a pas été là. Mais aussi parce que le parent n'a pas sensibilisé l'enfant. Tout à l'heure, on va parler de ce qu'il faut faire, mais nous sommes encore dans les causes. On a devant nous des enfants qui ne sont pas sensibilisés. Par exemple, beaucoup d'enfants pensent que tout ce que les adultes disent est vrai. Ils sont nombreux à penser ça. Ça fait que lorsque l'enfant passe, quelqu'un dit que mon ami vient, un enfant bien éduqué, il s'arrête, il change de chemin et puis il vient. Donc quand l'adulte dit, prends ça, va m'acheter telle chose, fais telle chose. En tout cas, l'adulte l'entraîne sur une piste dangereuse. Il donne le bénéfice du doute à l'adulte parce que c'est un adulte. Et il le suit et il se retrouve dans les problèmes. Donc, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de société. On ne va pas revenir là-dessus. M. Ndogmo a largement donné des explications là-dessus. On ne va pas revenir là-dessus. Mais je veux dire que si le parent est près de l'enfant, il y a peu de chances que les enfants soient kidnappés. Coach, les parents s'expriment très peu sur cette question, les parents qui ont vécu cette situation. Nous en avons rencontré plusieurs dans la préparation de cette émission. Est-ce que ça ne plombe pas un peu la communication? Parce qu'en expliquant son expérience, ce qu'on a vécu, on peut aider quelqu'un d'autre. Est-ce que ça ne plombe pas un peu la sensibilisation, même avec les enfants? Oui, c'est vrai que les parents ne parlent pas beaucoup là-dessus parce qu'il y en a que je reçois en coaching aussi et ils ne parlent pas. La vérité, c'est qu'ils ont un sentiment de honte. Ils savent très bien que c'était à eux de garder leur enfant. C'était à eux d'éduquer, d'assurer la sécurité de l'enfant. Au-delà de ce que la société va faire, c'était le rôle premier du parent. Donc quand l'enfant disparaît, ils ont un sentiment de honte, ils ont un sentiment de travail mal fait. Ça fait que c'est un peu difficile de venir dire devant tout le monde, mon enfant a disparu. Ils savent très bien comment dire que mais ton enfant a disparu, tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Donc c'est un sentiment de culpabilité qui fait que les parents n'en parlent pas. Mais c'est un tort. C'est un tort parce que ce n'est pas toujours parce que le parent a mal
fait son travail. Exemple tout bête. Quand vous avez apprêté votre enfant, vous l'avez laissé à l'école, vous êtes allé travailler. Vous n'avez pas le don d'ubiquité pour être en même temps au travail, en même temps à l'école. Ou alors, comme Colin disait tout à l'heure, vous ne pouvez pas être le garde du corps de votre enfant. Donc, c'est des choses qui arrivent. En réalité, ce sont des phénomènes sociaux. Donc, plus on en parle, plus ça va sensibiliser d'autres personnes. C'est vrai, c'est un peu honteux, ça attire l'attention négativement sur vous et sur votre famille. Tout le monde n'aime pas beaucoup ça, mais ce qui est certain, c'est que plus on est nombreux à en parler, plus ça va attirer l'attention des pouvoirs sociaux et plus on a des chances que quelque chose soit fait au niveau macro, au niveau général. Monsieur Ndongo, je reviens à la même question. Est-ce que le fait que les parents s'expriment très peu, ce n'est pas à cause du jugement aussi de la société? La coach en parlait tout à l'heure. Est-ce que cela ne freine pas un peu sur le terrain de la sensibilisation? Bien évidemment, il y a deux principaux facteurs qui peuvent permettre d'expliquer le refus des parents de se prononcer sur la question, surtout se prononcer publiquement sur la question. Le premier, c'est ce sentiment de culpabilité dont évoquait la coach. Sentiment de culpabilité, pourquoi? Parce que dans toute situation de disparition d'enfants, le parent, quoi qu'il en soit, a une part de responsabilité. Et le fait d'en parler remet à jour les culpabilités du parent. C'est pour ça qu'il préfère éviter la question, préfère s'afficher sur la question. C'est comme si quelqu'un, par exemple, qui a volé, qui prendrait plaisir à venir sur la place pour lui dire, voilà, on parle, il s'agit de moi. C'est moi qui ai volé, ça ne s'exprime presque pas. La deuxième raison peut être aussi les traumatismes. Donc, les traumas qu'a subi le parent suite à la situation en question engendre aussi chez lui une fermeture qui devient quasiment introverti, il n'arrive pas à s'ouvrir pour discuter de la question. Et c'est pour ça que les médias comme le vôtre devraient développer davantage de stratégies, notamment pour les faire parler. Pourquoi ne pas les faire parler à visage couvert, par exemple, puisque quoi qu'il en soit, il faut en parler. C'est une question qu'il faut davantage sensibiliser, parce que c'est en communiquant au maximum sur la question que beaucoup de parents vont découvrir les stratégies des kidnappeurs et notamment les mobilisations aussi des enfants, parce qu'elle a parlé des disparitions factices qui ne sont pas réelles. Et ça, c'est une très mauvaise blague qu'un enfant peut faire à ses parents. Il faudrait sensibiliser déjà les enfants pour qu'ils ne fassent pas, un enfant peut mobiliser une autre stratégie par celle-là. Et c'est pour ça que revient la question du rapport de l'enfant avec la police en cas de maltraitance ou en cas de non-respect des droits de l'enfant. Dans ce contexte, monsieur Ndongo, comment est-ce qu'on doit désormais sensibiliser nos enfants? Sensibiliser les enfants suppose sensibiliser les parents, pour que les parents puissent s'éduquer. Parce que les parents sont dans une approche d'une éducation de proximité. Donc, il faut que les parents puissent avoir une bonne maîtrise de la problématique des fugues ou des kidnappings pour pouvoir éduquer les enfants. Et notamment, l'enfant doit connaître dans les moindres détails les stratégies des kidnappeurs. L'enfant doit connaître les enjeux d'une interpellation en route. Parce que c'est cette connaissance que l'enfant a qui permet de soustraire l'enfant. Mais aussi, il y a les médias qui doivent jouer ce rôle important. Il y a les réseaux sociaux qui doivent aussi jouer ce rôle. Le temps d'aujourd'hui, on est de plus en plus connectés. C'est en mobilisant ainsi qu'on peut soustraire les enfants des situations de kidnapping. Vous nous avez dit à l'entame de cette émission, M. Ndongo, que c'est un phénomène qui a la peau dure et ça ira de mal en pire. Comment est-ce qu'on peut inverser la tendance pour ne pas arriver au pire? Pour inverser la tendance, c'est le développement. Développement social, développement économique, développement culturel. C'est ça qu'il faut faire. Les questions économiques sont des questions, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sont des questions qui jouent un rôle fondamental, qui sont déterminantes. Aussi bien pour le parent que pour les enfants. Le mobile essentiel de ceux qui sont des kidnappeurs se représenterait à plus de 80%. Ils sont de plus de 80% économiques. C'est-à-dire on kidnappe parce qu'on connaît les différentes catégories de kidnapping. On kidnappe parce qu'on va commercialiser. Et on kidnappe parce qu'on veut faire le commerce, on veut placer en adoption illégitime, on kidnappe parce qu'on veut commercialiser les parties génitales, ainsi de suite. On kidnappe parce qu'on veut mettre en situation de travail forcé. Et la question financière étant au cœur. Pareil pour les jeunes, pour les parents. Les parents, nous l'avons vu tantôt, un parent ne peut pas
être à la maison et au travail à la fois. Donc, ce qui pose un réel problème d'organisation de la société. S'il y a ce nouveau mode de vie qui voudrait que le parent soit de 7h30 jusqu'à 17h30 ou 18h, s'il faut y inclure le temps de trajet, de route pour rentrer à la maison, qui est durant cette période que le parent est absent, quasiment absent. Et la question que les pouvoirs publics devraient résoudre, c'est la question de pendant ce temps, comment assurer la sécurité des enfants. Parce que comme je l'ai souvent mentionné, tous les enfants appartiennent à l'État. Le rôle d'une mère, c'est d'accoucher. La sécurité, l'éducation, le développement, l'emploi, c'est l'État qui s'en occupe particulièrement. Même si l'État mobilise les parents de temps en temps pour cela. C'est pour ça que l'État doit voler au secours des parents. Et soit j'ai l'habitude de dire, si un enfant n'est pas en sécurité dans une famille, l'État est dans tous ses droits de retirer cet enfant pour le placer ailleurs. Si un enfant est maltraité dans une famille, il était en droit de l'enlever. C'est pour ça que l'État est aussi interpellé sur cette question. C'est de savoir, les parents sont de plus en plus absents en journée aux côtés de leurs enfants. Comment est-ce que l'État, en l'absence de ses parents, assure la sécurité de ses enfants? Ça veut dire que les politiques qui sont mises en place pour accompagner et pour sécuriser davantage, ça relève du ressort de l'État. L'État doit y jouer un rôle. Cela n'enlève pas le fait que les parents, individuellement à leur niveau, puissent aussi travailler dessus. Mais je dis ça pourquoi? Parce que les parents sont très vulnérables en matière d'élaboration des stratégies individuelles. Moi, j'ai rencontré une dame qui vit quasiment une sorte de psychose du vol des enfants. C'est-à-dire, vous causez avec elle tout ce qui est en sa tête pendant qu'elle est au boulot. C'est son enfant qui n'est pas là. C'est son enfant qui n'est pas avec son envie, c'est sa fille. Et quand vous écoutez, vous voyez que c'est carrément devenu maladif. Vous voyez que cette femme a un problème de santé mentale du fait de l'absence de la maison. Parce qu'à tout moment, elle a l'impression, et s'il faut aussi relever, c'est en raison des antécédents sécuritaires qu'elle a elle-même a subis. Et donc, il y a plein de familles comme ça qui vivent dans une vulnérabilité, dans une impuissance. Recensez tous ceux qui ont été victimes des situations où l'enfant a été kidnappé. Vous vous rendez compte que, même s'il n'y a pas de responsables de la leur, il y a plein de cas où ils sont impuissants. Impuissants parce que, aujourd'hui même, en matière de placement des enfants chez une nounou, comme on parlait tout à l'heure, la plupart des fois, c'est les nounous même qui participent au kidnapping, ou qui kidnappent elles-mêmes et disparaissent avec. Mais ça dit, vous n'avez pas fait un miracle pour ça. Et ce sont les pouvoirs publics qui peuvent aussi aider ces familles, parce que les familles sont vulnérables. Même les politiques dont je parle, une famille va élaborer une politique de sécurité comment. Mais par contre, si l'État élabore des politiques de sécurité des enfants et les implémente, les familles en bénéficient, quitte à ce que chaque famille puisse maintenant adapter son programme aux politiques de sécurité qui ont été mises en place. Comme par exemple la police dont on parlait tout à l'heure. Les policiers sont interpellés à faire le tour comme habituellement on en fait autour de 23h, minuit de temps en temps pour faire, et rapidement, et de temps en temps on ramasse même ceux qui n'ont pas de saignées. Les policiers devraient faire des tours des quartiers en permanence. C'est pour ça qu'il faut renforcer la police en effectif en permanence pour pouvoir cibler les jeunes qui sont en train de ruer dans les quartiers. Parce que ce sont eux qui ont le bon profil des kidnappeurs. Et ça permet, n'est-ce pas, de nettoyer nos quartiers des kidnappeurs pour sécuriser davantage des enfants. Coach, dans certains cas, le kidnappeur fait partie, tous les kidnappings ne se terminent pas mal. Dans certains cas, l'enfant est finalement, il est retrouvé. Comment encadrer cet enfant après le traumatisme vécu? Oui, c'est vrai qu'il y a eu un traumatisme quand même. L'enfant a eu peur, il a été menacé, il a été éloigné de ses parents, ainsi de suite. Avec tout ce que lui-même entend, il imagine qu'il aurait pu y rester. Oui, c'est vraiment un traumatisme. Ce que le parent peut faire, c'est rassurer l'enfant, tout va bien, il est revenu, le calmer. Dans un premier temps, peut-être il faut l'accompagner à l'école, qu'il ne fasse plus le chemin seul. Idéalement, que ce soit avec son père ou sa mère, ou avec quelqu'un qui le connaît bien, en qui il a confiance, parce que le traumatisme va mettre long quand même à partir. Donc, il faudra être un peu plus proche de l'enfant, il faudra le rassurer et il faudra lui montrer que ce n'est pas... Donc, c'est arrivé par hasard. Ça ne veut pas dire que tous les jours, ce sera comme ça. La preuve, c'est que tous ses amis ne sont pas kidnappés tous les jours. Lui, il a déjà peut-être 9 ans, 10 ans, n'importe quoi. Est-ce qu'il s'est fait kidnapper tout ce temps-là? Donc, c'est arrivé. La prochaine fois, il faudra seulement qu'il soit un peu plus prudent, mais il faut que le parent dédramatise la situation. C'est vrai que c'est une situation dramatique.
C'est vrai qu'il y a urgence, il faut en parler, mais lorsque le parent va s'adresser à l'enfant, il ne faut pas mettre un niveau d'urgence qui fait que l'enfant perde son enfance, en fait, que l'enfant ne soit plus naturel, qu'il n'arrive plus à jouer parce que absolument il a peur d'être kidnappé. Non, ce n'est pas le but. Il faut que l'enfant ait son enfance. Coach, toujours dans les solutions, quels sont les facteurs sur lesquels les parents doivent désormais miser pour protéger leur enfant des potentiels kidnappings? Je propose souvent aux parents qui viennent en coaching chez moi de faire un peu de mathématiques. Imaginez que votre vie en tant que parent soit 100%. Quand je dis votre vie, je veux parler de votre quotidien, que ce soit 100%. Dans les 100%, là, quel est le pourcentage que vous mettez pour votre enfant? Je dis n'importe quoi, 50%. Quel est le pourcentage que vous mettez pour chercher l'argent, ce qui vous permet de vivre, ce qui est tout à fait normal, mettons peut-être 30%, et puis 20% pour la partie sociale, l'église, les réunions, ainsi de suite. C'est juste un exemple. Et les 50% que vous avez mis pour votre enfant, s'il vous plaît, ces 50% deviennent 100% pour l'enfant. Ça veut dire que c'est le temps que vous avez décidé de lui consacrer, et ce temps, utilisez-le vraiment pour votre enfant. Donc, il faudra laisser un peu WhatsApp, le téléphone, les feuilletons, les réunions, les problèmes de famille, les querelles avec son père. Il faudra laisser un peu ça de côté. Consacrez-vous à votre enfant. Comment vous allez utiliser ce temps en ce qui concerne la prévention des kidnappings dont on parle aujourd'hui? La première des choses que vous allez faire, c'est le sensibiliser. Lui rappeler, lui citer même des exemples des enfants qui sont partis, on les a jamais revus, ainsi de suite, évidemment, sans le paniquer. Mais parler assez pour qu'ils comprennent que c'est assez sérieux, c'est assez grave. La deuxième chose que vous devez faire, c'est des simulations. Il faut absolument simuler. Ça veut dire que si tu marches en route et puis un papa te dit telle chose, qu'est-ce que tu réponds? Si quelqu'un te dit, mon ami, viens, qu'est-ce que tu fais? Ainsi de suite. Faites des simulations. Il faut l'armer. Pour que lorsqu'il marche en route, qu'il sache reconnaître des situations à risque. La troisième des choses, apprenez-lui à réagir. Un parent a dit à son enfant un jour que si je trouve que vous êtes mort et que je me rends compte que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour sauver votre vie, j'aurai moins mal. Donc, c'est juste pour dire que apprenez à votre enfant à ne pas se laisser faire. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que si tu parles, je vais te gifler. Qu'il essaye de courir, qu'il essaye de crier, qu'il essaye de mordre, qu'il essaye quelque chose pour sauver sa vie. Vous comprenez? Donc, les 50% que vous avez réservés à votre enfant, mettez-vous entièrement à son service. Formez-le pour qu'il sache que c'est une situation à risque. Dernier conseil que je veux donner, c'est de gérer un peu les médias. Quand chaque fois on est toujours en train de parler des enfants qui ont été kidnappés, l'autre qui est mort, l'autre on a retrouvé les organes, ainsi de suite. Je vous en prie, c'est vrai, ça prend de l'ampleur, mais ce n'est pas... Ne lui enlevez pas son enfance. Dans la réalité, il y a quel pourcentage de chances pour que lui on le découpe? Pourquoi lui mettre cette crainte? Il est un enfant, il a besoin de vivre. Donc, sachez comment distiller les informations, comment gérer les médias. Donc, ça demande une certaine maturité de la part du parent de pouvoir former son enfant, mais sans toutefois le paniquer. Nous allons marquer un arrêt dans cette émission. C'est le moment de notre rubrique mots d'enfant. Ce soir, on fait un gros plan sur la rougeole avec le docteur Joseph Belek, rencontré par Cynthia Ngwemo et Constantin Nodomki. La rougeole, c'est une maladie éruptive, très contagieuse, à déclaration obligatoire. La rougeole est causée par un virus appelé le morbillivirus qui appartient à la famille des paramyxovirus. La voie de contamination, c'est par voie aérienne ou par contact avec les gouttelettes de salive de la personne infectée. Et il faut noter qu'on contacte la rougeole une seule fois, donc on ne fait pas ça deux fois. Les symptômes de la rougeole, on peut avoir une fièvre allant de 39 à 40 degrés. Il y a le nez qui coule, la toux,
la conjonctivite, il y a le signe de Köplik. Donc, c'est une tache blanche qu'on retrouve au niveau de la face interne de la bouche et une éruption maculo-papulaire. Donc, ce sont les taches rouges qu'on voit sur l'enfant, qu'on appelle éruption maculo-papulaire. Il faut éviter d'hospitaliser un enfant qui a la rougeole, sauf en cas de complications, les signes de complications. Si vous recevez un enfant en consultation qui a la rougeole et cet enfant ne présente pas de signes de complications, il ne faut pas hospitaliser l'enfant. Il faut l'hospitaliser en cas de signes de complications. Comme signes de complications, on peut noter les complications nutritives il y a les complications nutritives, il y a les complications neurologiques, il y a les complications respiratoires, les complications digestives et les complications ORL. Et comme traitement, il faut noter qu'il y a deux volets de traitement. Il y a le traitement curatif et le traitement préventif. Au traitement curatif, il y a le repos strict. Si l'enfant fait la fièvre, on va donner un antipyrétique. Si le nez coule, on va prescrire un lavage nasal à base d'un sérum physiologique. Si tousse, on va donner un antitussif ou un mycolytique. Et si peut-être les yeux coulent, la conjonctivite, il a la conjonctivite, on va prescrire un colis à base d'antibiotiques. Si l'enfant a convulsé, on va donner un anticonvulsivant. Et il faut noter qu'on peut donner une antibiothérapie s'il y a surinfection. Dans le volet préventif, il faut isoler le malade. Il faut éviter d'aller à l'école, éviction scolaire. Et il y a aussi le troisième volet, la vaccination. Ce n'est pas une maladie que tu peux dire à tout prix que tu vas éviter, que toute ta vie tu peux faire, toute ta vie tu vas vivre sans avoir un jour la rougeole. Donc ce qu'on fait, si peut-être un patient a peut-être la rougeole, pour éviter d'être contaminé, il faut éviter de se rapprocher de lui. Parce que si tu te rapproches de lui, tu peux facilement attraper la rougeole. Comme j'ai bien dit, éviction scolaire. Il ne doit pas aller à l'école pour contaminer les autres. Parce que s'il part à l'école, il va contaminer les autres. Et il y a aussi la vaccination. Et il y a le lavage des mains, l'hygiène, le lavage des narines aussi. C'était notre rubrique Mots d'enfant avec le docteur Joseph Bélec. Place à présent au cri de cœur. Cette semaine, c'est un parent désemparé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis un homme calme et très posé. Je n'ai pas pour coutume d'afficher mes problèmes. Mais là, je suis à bout de souffle. Je préfère garder l'anonymat de peur de créer un scandale. Voilà, mon ex-épouse et moi sommes séparés depuis 2 ans. Nous avons la garde alternée de nos 2 garçons. J'ai entamé une nouvelle relation, sauf que mon ex ne veut pas me laisser vivre en paix et prend nos enfants en partie. Elle passe le temps à monter ces derniers contre moi, à me dénigrer, à leur dire que je suis une mauvaise personne. Elle les implique dans nos problèmes, y compris dans notre procédure de divorce. Les interroge avec insistance sur ma vie, mais bien ma nouvelle compagne. Là, j'en peux plus, j'ai le sentiment qu'elle réussit bien son jeu. Mon garçon, qui n'a que 8 ans, m'a récemment parlé de certains détails de notre rupture. J'ai failli le frapper vu le ton sur lequel il s'est exprimé, mais je me suis ressaisie. Elle monte les enfants contre ma partenaire et ça ne facilite pas les choses entre eux.
J'aime énormément mes enfants et je veux pas qu'ils grandissent loin de moi. Mais je sais plus comment faire pour gérer cette situation qui va de mal en pire. Dois-je tout expliquer aux enfants? L'aîné n'a que 8 ans et le cadet 5. Dois-je leur dire à chaque fois que leur mère ment? En vérité, je ne veux pas les impliquer dans nos histoires. Je tiens à voir mes enfants grandir avec une bonne image maternelle et paternelle. Je ne sais pas comment m'y prendre. Mon ex-épouse instrumentalise nos enfants et passe pour la victime. Aidez-moi à redorer mon image auprès de mes enfants sans toutefois les heurter. Voilà, c'est le cri de cœur du parent de cette semaine. Monsieur Ndormo, quelle est votre première réaction après avoir écouté le cri de cœur de ce parent, de ce papa? Je dirais tout simplement que c'est habituel, c'est le quotidien des couples séparés. Et parce que beaucoup de personnes se disent que comme on est parti, c'est gâté, il faut détruire tout ce qui reste. Mais sauf que je dis c'est une grosse erreur. Parce que si vous êtes séparés et que vous ne pouvez pas faire chemin ensemble, il y a ces enfants qui vous unissent. Et faites attention à la sécurité de ces enfants. Parce que on peut perdre un conjoint, une conjointe et perdre aussi des enfants. Il ne faut pas perdre les deux à la fois. C'est-à-dire quand le mariage, on l'a perdu, il faut sauver ses enfants. Et il n'y a pas meilleur moyen de détruire l'avenir des enfants que de voir deux parents qui entrent en guerre. La sagesse, nos sagesses ancestrales nous commandent qu'on ne tiraille pas l'enfant. Si un parent veut confisquer l'enfant, laissez que le parent confisque l'enfant. Dans tous les cas, on ne confisque pas l'enfant de quelqu'un, que ce soit l'homme ou que ce soit une femme. Et c'est une sagesse ancestrale qui est en perte aujourd'hui, mais qui était une sagesse d'une intelligibilité à nulle autre pareil, parce que les ancêtres ont dit cela pour sécuriser les enfants. Aujourd'hui, les psychologues vous diront exactement la même chose. Si vous tiraillez des enfants, si vous organisez la guerre autour de vos enfants, c'est parce que vous voulez détruire l'avenir de vos enfants. Et soyez sûr d'une chose, vous n'allez rien gagner, parce que vous allez perdre à la fois davantage le mari, parce que le mari n'est jamais revenu, ni la femme n'est jamais revenue quand on se comporte de cette manière, mais même les enfants aussi, vous allez les perdre. Comment les enfants vivent-ils cette situation entre les deux parents? D'un point de vue psychologique, ce sont des enfants qui vont perdre leur repère. Parce qu'un enfant évolue dans un cadre harmonieux. Il bénéficie de l'amour de tes parents. Et c'est la première ressource avec laquelle on éduque les enfants. Les enfants ont premièrement besoin de l'amour de ses parents. Et l'harmonie des deux parents, même si vous n'êtes pas ensemble, donnez l'impression à vos enfants que vous entendez très bien. Les enfants en ont absolument besoin, aussi bien pour leur santé mentale que pour la réussite de leur éducation. Donnez-leur l'impression que vous vous portez très bien. Ne bagarrez jamais, parce que les enfants vivent ça comme des expériences très difficiles. Le gros problème, c'est que l'enfant s'identifie aussi bien à sa mère qu'à son père. Mais lorsque les deux parties sont en déchirure comme ça, l'enfant est en perte de repère totalement. Et c'est ça qui va engendrer tout ce qu'on va voir à l'âge de l'adolescence, en termes d'une puberté très mal gérée, en termes de ces questions de fugue, en termes de mauvais résultats scolaires. C'est tout cela qui engendre. Et c'est pour ça qu'il est impératif, pour sauver l'avenir de ces enfants, que les parents, même si vous êtes à couteau tiré, de donner chaque fois aux enfants l'impression. Et moi je le dis toujours, ne jamais parler à un enfant en mal de votre partenaire, même s'il a fait quoi. Les gens le font de manière très égoïste. Et ça, c'est surtout les femmes. Elles le font de manière très égoïste parce qu'ils se disent qu'il faut que je gagne mon enfant. Mais tu vas le perdre. Il faut le dire aux femmes. C'est le meilleur moyen même d'ailleurs de le perdre. Pour gagner ton enfant, il faut que ton enfant grandisse équilibré. Quand ton enfant sera majeur, quand l'enfant aura la possibilité d'aller vers le père ou d'aller vers la mère sans demander d'autorisation, mais l'enfant va se mouvoir. Mais si tu veux le discuter, jusqu'à tu le déchires psychologiquement, quand il aura la majorité, quand il viendra là, c'est pour faire quoi? C'est pour t'abattre. Et on a vu plein de parents comme ça, des parents irresponsables qui ont détruit totalement la vie de leurs enfants. Quand les enfants ont grandi, ils sont devenus des criminels. Et à tout moment peuvent attenter à la vie des parents qui les ont rendus comme ça. Coach, au vu de l'âge des enfants, doit-on tout leur expliquer? Non, bien sûr que non. Ce serait trop violent. Monsieur Ndormo l'a très bien dit. Ce serait trop violent pour les enfants. Ils n'en ont pas besoin. Pour être équilibrés, ils ont besoin de voir leurs parents harmonieux, même s'ils sont séparés. Donc, le parent n'en a pas besoin. Plutôt, ce qu'il peut faire, c'est continuer son rôle. Je lui aurais donné le conseil de
continuer les soins qu'il donne à son enfant. Laisser l'enfant juger par lui-même. Qu'il entoure son enfant d'amour. C'est vrai que nous, les Africains, on ne sait pas beaucoup donner de l'amour, on ne sait pas beaucoup exprimer de l'amour, mais au moins qu'il commence par des actions, qu'il commence par sa présence, qu'il commence par rechercher l'amitié de son enfant. S'il le fait, l'enfant va se rendre compte que au-delà de ce que maman dit, papa quand même n'est pas comme ça. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est... Lorsque moi j'ai entendu parler de ça, j'ai directement vu un couple qui s'est mal séparé. Mais il est possible de rattraper la situation. Cher monsieur, si vous m'écoutez, rentrez retrouver votre ex. Essayez de voir quel est le problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la séparation? D'accord, vous êtes déjà séparés, c'est pas pour vous remettre ensemble, mais qu'est-ce qui crée un problème? Est-ce qu'elle veut revenir? Qu'est-ce qui se passe? Trouvez un compromis pour le bien-être de votre enfant. Si vous le faites, l'enfant aussi va grandir en étant épanoui. La dernière chose que je veux dire, c'est que généralement, quand on vous reproche quelque chose, il y a au moins 50% dedans qui est vrai. Vous comprenez? Ça, c'est d'une façon toute humaine, que vous soyez une femme ou un homme. Lorsque quelqu'un vous reproche quelque chose, il y a au moins 50% là-dedans qui est vrai. Monsieur, votre ex vous reprochait quoi? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez arranger? Parce que vous voilà avec une autre femme. Si vous n'arrangez pas ça, ça peut se reproduire avec la nouvelle femme. Donc, si vous changez votre caractère, peut-être qu'elle sera plus rassurée du fait que c'est vous qui gardiez votre enfant. Oui, votre enfant. Maintenant, elle peut être rassurée aussi sur la femme. Parce que nous, les femmes, on a toujours une petite jalousie. L'autre femme qui est là maintenant, est-ce qu'elle va prendre soin de l'enfant comme moi? Peut-être que tout ce qu'elle raconte, c'est un moyen pour que finalement, vous lui remettiez son enfant et que vous fassiez votre enfant avec votre femme. Donc, moi, je conseille vraiment de rencontrer votre ex et de rattraper la séparation. Dernier conseil que je peux donner, c'est n'hésitez pas à faire intervenir des tiers. Généralement, dans un couple, même lorsque le couple n'est plus ensemble, souvent, il y a eu des amis communs, certains qui sont restés des amis entre eux. Et essayez de les faire intervenir. Qu'est-ce qu'elle veut? Son problème, clairement, c'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez résoudre? Est-ce qu'il y a moyen de trouver un compromis? Faites intervenir les tiers. Quelquefois aussi, il y a des pistes de solution. Coach, c'est un parent qui est face à ses enfants, qui décale un peu, qui lui disent des choses pas très correctes et il ne sait pas comment réagir dans ces situations. Comment est-ce qu'il doit faire lorsque l'enfant lui raconte par exemple un pan de sa relation avec son épouse, son ex-épouse? Comment est-ce qu'il doit réagir? On a lu dans la lettre, il a failli frapper son fils, mais il s'est retenu. Comment est-ce qu'il réagit sans heurter l'enfant? Bon, ce que je vais lui dire, c'est qu'il fasse son travail de parent. Monsieur, éduquez votre enfant. Apprenez à votre enfant qu'on ne dit pas n'importe quoi. Que ce soit un autre enfant, que ce soit un autre adulte, beaucoup plus, bien plus à son père. Éduquez votre enfant. Il n'a pas le droit de vous parler n'importe comment. De toutes les façons, vous ne lui rendez pas compte. Soyez un père. Rappelez-vous, c'est vous qui êtes le repère de votre enfant. Si vous lui permettez de vous dire n'importe quoi, vous le déstabilisez parce que vous lui enlevez son repère. Tout simplement, éduquez-le. Ne lui permettez plus de vous dire n'importe quoi. Bon, ne pas le lui permettre, ce n'est pas le gifler. Parce qu'il va pleurer, parce qu'il a eu mal et non parce qu'il a compris. Trouvez un temps pour vous asseoir avec lui et lui expliquer que certains problèmes ne le concernent pas. Lui, ce qu'il a à faire, c'est d'appliquer ce que vous lui dites. Peut-être le ménage, étudier ses leçons, s'occuper de la maison et tout ce que vous voulez. Donc, parlez avec lui. Expliquez-lui que les problèmes des grandes personnes se gèrent par les grandes personnes. Et qu'il apprenne que lorsqu'on lui dit quelque chose, il n'aura jamais toute l'information. Donc le jugement qu'il va poser maintenant, c'est par rapport à une chose que sa mère lui a dit. Est-ce qu'il pense humainement que sa mère lui a tout dit? Évidemment, vous n'allez pas dire la partie que la mère n'a pas dit. Mais faites-lui quand même comprendre que l'information qu'il a, c'est une information parcellaire. Donc le jugement qu'il va rendre est un jugement parcellaire aussi. Maintenant, est-ce que vraiment c'est à lui de juger les parents? Le parent est adulte, il vit sa vie comme bon lui semble. Lui, il est un enfant qui vive sa vie d'enfant. Donc, essayez juste de recadrer les choses. Maintenant, si vous jouez votre rôle de père, l'amour, l'attention, l'amitié, il finira par comprendre qu'il y a une grande différence entre ce que maman dit et ce que lui voit au quotidien. Docteur Ndogmo, pour sortir, quel conseil pouvez-vous donner à ce parent? Je dirais que les parents apprennent à faire intervenir aussi les experts. Parce que c'est une culture qui est très faible chez nous. C'est vrai, on va dire que c'est aussi parce que notre société, notre pays est un pays pauvre.
Et donc, les gens n'ont pas les moyens nécessaires. Mais au-delà des moyens, même la culture, les gens n'ont pas la culture. On a par exemple des coachs, on a des cabinets auxquels il faut faire recours. Et c'est la raison pour laquelle, pour sortir, je voudrais, n'est-ce pas, exprimer ma disponibilité auprès des parents qui ont des difficultés comme ça. Nous faisons le coaching éducatif et professionnel des enfants chez nous. Et donc, nous sommes aussi disposés à accompagner des enfants qui sont en difficulté scolaire et en crise de l'adolescence. Et d'ailleurs, au cabinet, nous organisons pendant les vacances prochaines, tout sera communiqué sur notre page EduPro. Nous organisons des formations, des vacances pour encadrer des enfants. Donc nous prenons des enfants des vacances utiles pour que des enfants, en plus des jeux de détente, puissent apprendre aussi le savoir-vivre en société et surtout qu'on leur donne à peu près les prérequis de la vie professionnelle d'avenir. On leur dit à peu près ce que c'est que l'entreprise, qu'est-ce qu'on entend par les métiers, et médecins c'est quoi. On fait intervenir par exemple des experts de tous ces corps de métier pour que l'enfant en grandissant puisse avoir une idée de ce qui va devenir demain. Parce que l'une des choses qui fait que les enfants se perdent, c'est qu'ils ne savent pas exactement où ils vont. Et c'est pour ça qu'au cabinet, on se bat pour les enfants, pour qu'en entrant dans l'âge de l'adolescence, que l'enfant ait déjà un repère et qu'il ait un projet de vie, surtout un projet professionnel. Comme ça, l'enfant ne va pas s'égarer, il va tendre vers ses destins. Merci, monsieur Dr Ndormo, d'être passé sur notre plateau. Vous êtes le promoteur, le directeur d'EduPro, Education and Professionalization. Merci pour votre contribution. Moi, je vous remercie. Côte Saber, merci encore d'être passé sur notre plateau ce soir. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Vous à la maison, vous pouvez nous écrire pour nous faire part des difficultés que vous rencontrez avec vos progénitures. Et nos experts ici sur le plateau se feront le plaisir de décrypter. C'est ce que nous refermons cette édition au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine si Dieu le veut.